La chronique coaching avec le coach Yoman. On a démarré la semaine dernière les différentes sortes de management situationnel. Aujourd'hui, ce sera le management participatif, n'est-ce pas? Bonjour coach. Bien sûr, bonjour et bienvenue. En tout cas, je suis très heureux de reprendre langue avec vous ce mercredi et puis de pouvoir justement aider peut-être un manager qui, ce matin, est connecté à son écran de télévision, de comprendre qu'en vérité, il n'existe pas un type de management dans lequel on devrait être confortable. Il faut, même s'il y a un style qui nous est naturel, même s'il y a un style qui nous convient d'une certaine façon, comprendre que le management ne vaut qu'en situation. Donc, nous avons vu la semaine dernière le premier type, c'était le type directif. C'est le type le plus basique, en fait. Ce type-là, comme j'aime à le dire, il n'a pas été créé. Il est un type naturel. Nous avons tendance, quand nous montons une entreprise, quand nous sommes à un niveau de hiérarchie dans l'entreprise, nous avons tendance à dicter la façon de faire, à dicter la façon de fonctionner. Donc, ce type-là, il a émergé tout simplement au niveau d'un système de pensée qu'on appelait le taylorisme, en fait. C'est-à-dire qu'à une certaine époque où l'industrialisation va prendre vraiment son essor, vous voyez, les maîtres d'usine, les ingénieurs vont dicter aux ouvriers ce qu'ils doivent faire. Vous voyez? La révolution industrielle a joué un rôle très important dans la stratification de la façon de diriger. Exactement. Et cette façon de diriger-là va coïncider aussi avec ce qu'on appelle les 3 générations, voire les 4 générations. La première, c'est la génération de la guerre, c'est-à-dire qu'on sort fraîchement de la guerre, baby boomer, les gens ont commencé à faire vraiment plein d'enfants et on est dans la logique paternaliste. Donc ici, il y a un papa qui donne des ordres, l'épouse obéit, les enfants obéissent. La famille est très puissante. Exactement, la famille est très puissante avec un père de famille très autoritaire. Donc quand on se retrouve en situation d'entreprise, la même autorité, logiquement, elle suit. Le même modèle. Mais vous voyez qu'avec l'évolution, on va assister à une deuxième génération. C'est ce qu'on va appeler la génération X. C'est la génération qui, elle vient juste après les baby boomers. C'est la génération, on va dire, 1960-1970, avec, comme on dit là, les 70s, etc. Là, on parle de quelle société? La société en général. En général. On va parler de la société en général, mais on sait que ça a été stratifié par les Européens et les Occidentaux. Mais cette réalité... L'histoire commune, en tout cas. Est commune, en fait, à toutes les civilisations. Est commune aussi à l'Afrique dans laquelle nous sommes. Et donc, à partir de ce moment-là, vous réaliserez que diriger ne sera plus seulement donner la direction. Ça va être difficile. Parce qu'il y a une sorte de révolution, il y a une sorte de, on va dire, d'opposition qui se présente. Et comment on fait dans ce système-là? Il y a le sentiment que le carré, n'est-ce pas, ou le précaré du directeur, du boss, n'est plus la formule qui marche, parce qu'il y a des gens qui réfléchissent maintenant. Absolument. On n'est pas tous des ouvriers, il y a des gens qui utilisent vraiment leur cerveau, qui ont quand même de la matière grise. Et en face de ce type de personnes, comment on manage? Parce que si on donne des directions et que la direction n'est pas bien comprise et que la direction n'est pas... On ne sent pas le volume, la qualité humaine dans la direction. Il n'y a pas que l'objectif à atteindre, il n'y a pas que du chiffre à faire. Il y a aussi des individus qui ont leur quotidien. Ce matin, avant de venir, il y a pu peut-être avoir un clash à la maison. Mais ça, votre directeur, il ne le sait pas. Mais s'il ne tient pas compte de cet aspect, il manage mal parce qu'il se dit, moi, tout ce que je veux, c'est que vous soyez là, c'est que les choses se fassent. Mais il y a une dimension dans le management qui doit être une dimension humaine. Et c'est cette échelle humaine-là qui va nous amener à ce qu'on va appeler le management participatif. D'accord. Et l'universalité de ce que vous dites est avérée parce que autant dans les sociétés dites occidentales que dans les sociétés africaines, on a ce changement-là. Parce qu'après la guerre mondiale, il y a eu cette velléité d'indépendance. Tout à fait. C'est plus la même manière d'accepter la colonisation. Exactement. Donc ça confirme l'universalité. Exactement, Marco, ce que tu dis est tellement vrai que, c'est-à-dire que les sociétés africaines en général, qui étaient à la base des sociétés très occidentales, qui se déversaient d'une certaine façon ici en Afrique et qui avaient le succursale, avaient cette façon un peu colonialiste de gérer jusqu'à ce qu'on assiste à l'essor de nouveaux types d'Africains, des Africains assez calés. On a eu par exemple le président Houphouët-Boigny qui revient de France, qui est médecin, etc. Avec l'aventure 46, on fait partie des centaines d'Ivoiriens étudiés. Exactement, on réalise que la méthode participative va se présenter. On réalise que maintenant, en fait, on ne va plus dicter à l'Africain comment il fonctionne, mais on collabore avec lui. Il va être membre au niveau donc, de l'Assemblée française. Vous voyez, il y a une collaboration qui commence à s'installer. Et donc,
Si on est dans la dynamique de l'entreprise, on est dans la dynamique du management en entreprise, pourquoi rester dans un carré et se dire, moi, directeur X, moi, PDG X, voici ma façon de fonctionner. Si l'équipe n'entre pas là-dedans, je change l'équipe. Parfois, en fait, ce n'est pas le rêve qui est mauvais en tant que tel, c'est le rêveur qui a un problème. Et quand le rêveur il a un problème, il faut justement essayer de le remettre au pas. Aujourd'hui, les entrepreneurs, les managers devraient pouvoir apprendre un nouveau style de management. Et c'est précisément ce que nous allons essayer de faire ensemble ce matin. Je vais vous donner un exercice. Un exercice, Marco. J'espère qu'on aura le temps. On aura le temps de le faire. C'est un exercice assez intéressant. Hein. Il n'est pas difficile à faire. Allez, petite feuille de papier, interrogation matinale. J'espère que ça vous rappelle une certaine époque. Hein. Oui. Alors, on va simplement faire quelque chose. On va mettre en fait 9 points sur le bout de papier. Mais on va les aligner 3 par 3. Donc, on va y aller ensemble. Donc, 9 points. On peut peut-être utiliser des marqueurs pour que ce soit beaucoup plus visible. Donc, on le fait ensemble, hein, rapidement. Donc, un premier point, un deuxième, un troisième, un deuxième, un deuxième, un troisième, 1, 2 et 3. En général, quand c'est comme ça, ah non, ça ne marche pas comme ça. Voilà. Donc, Marco, je pense que voilà, c'est l'élève. Hein. Donc, on va reprendre un peu ce que Marco a fait. Ah oui. C'est la fin qui compte. D'accord. Donc, on reprend. Voilà. Donc, 1, 2 et 3. Voilà. Alors, l'exercice, c'est celui-là. Il faut relier, en fait, les 9 points en 3 ou 4 touches maximum. Relier les 9 points en 3 ou 4 touches maximum. Donc, 9 points. D'accord. En 3 ou 4 touches maximum. Je vois que Marco a déjà fait ses 4. Maximum? Maximum. Une seule fois? En une fois. En une fois? Mais il y a un point du milieu qui manque. Le point du milieu n'a pas été joint. D'accord. C'est pareil aussi pour toi, n'est-ce pas? En fait, quel type de manager nous sommes? Nous sommes des managers, on va dire... Voilà, on peut montrer. Rationalistes. Alice montre pour elle aussi. Alice montre J'ai également. fait un Z de Zoro. Un Z de Zoro. Voilà. Donc ici, on a en face des managers qui sont à l'aise avec leur façon de faire. Si ça ne marche pas comme ça, alors soit c'est l'exercice qui n'est pas bon, soit voilà, celui qui bosse avec moi, c'est lui qui doit partir. Mais en fait, vous avez tout fait, sauf de sortir un peu de votre cadre, sortir un peu de votre environnement. On le reprend tous ensemble. Alors, voilà comment ça doit se passer. Normalement, je joins les 3 premiers points. D'accord. Mais je sors de mon cadre, vous voyez? Je sors de mon cadre. Ah, d'accord. D'accord? Et je reviens. D'accord. 2, ensuite 3 et 4. D'accord? Le 4 passe. Très bien. Ah, d'accord. Ça se voit qu'il a fait ça depuis longtemps, lui. Mais ça veut dire quoi, tout simplement? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le manager ne peut plus rester dans sa zone de confort. Très bien. Et se dit, ouais, j'ai fait telle école, j'ai fait tel institut, j'ai fait telle formation. Donc, parce que j'ai fait cette formation-là, c'est mon équipe qui a un problème. Attention. Un bon manager se voit par sa capacité à faire ressortir le potentiel de son équipe, à faire ressortir les aptitudes de son équipe. On n'est pas manager parce qu'on a costume, cravate, parce qu'on sait, on sait donner des ordres, mais parce qu'on sait faire une saine émulation au sein de l'équipe. Fédéré. On s'est fédéré. On s'est amené chacun à trouver en fait sa place à l'intérieur du système et à pouvoir manifester ce qu'il faut comme potentiel. Il y a une étude qui a montré que les parents illettrés, entre guillemets, donner une plus bonne éducation aux enfants que les parents qui ont fait de grandes études. Exactement, parce que les parents, entre guillemets, illettrés, ils ne sont pas dans un cadre. Voilà. Et comme ils ne sont pas dans un cadre, Ils sont directs. Voilà, ils sont dans le vécu, ils sont dans le quotidien, ils sont dans la capacité à s'adapter. Et tu te souviens, c'est cette expression avec laquelle on a conclu la semaine dernière, l'adaptation. Celui qui ne s'adapte pas, il meurt. Aujourd'hui, c'est un système dans lequel même la nature se trouve. Il y a des animaux, par exemple, qui n'ont pas su s'adapter à un nouveau régime alimentaire, à un nouveau climat et qui ont disparu. Tout simplement parce que le système dans lequel nous sommes change. Alors j'ai promis qu'à chaque fois, je dirai le comportement du manager, je dirai ses limites et je dirai dans quel cas précis il faut utiliser ce type de management. Alors parlons du comportement du manager dans le type participatif. Alors, il va proposer des projets d'équipe, comme on le voit sur l'illustration. Le projet, c'est l'ampoule au centre. D'accord? L'ampoule n'est pas à mon niveau. L'ampoule est au centre, le projet il est au centre. Et chaque membre de l'équipe a son point de vue. Vous voyez, chacun a sa couleur. Et c'est ça qui crée l'harmonie.
à l'intérieur de l'équipe. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il va inciter à la remontée de l'information et aux discussions. Donc, c'est un patron, entre guillemets, avec qui on peut discuter, avec qui on peut donner son avis. Et même en tant que parent. Il y a le sens de l'écoute. Exactement. En tant que parent, vous réalisez qu'aujourd'hui, nos enfants ne peuvent plus rien leur imposer. Oui. Il faut quand même essayer de le manager. Même pour qu'il aille à l'école, il faut lui expliquer pourquoi il faut qu'il aille. Pourtant, même pour aller se laver. Même pour aller se laver. À une certaine époque, c'était pour notre bien qu'on le faisait. Aujourd'hui, ça a changé. Il associe donc les collaborateurs aux décisions et se préoccupe de leur engagement dans les projets. Donc, il se préoccupe. Il cherche à savoir comment est-ce que tu vas y arriver. Est-ce qu'il n'y a pas une formation peut-être complémentaire qu'il te faut faire? Est-ce qu'il n'y a pas un renforcement de capacité? Est-ce qu'il n'y a pas un team building qu'il faut organiser pour l'entreprise, pour mettre l'entreprise à niveau? Le problème n'est pas aujourd'hui de se dire, OK, je balance toute l'équipe, je prends une nouvelle équipe, mais le problème peut être toujours là si le problème ne vient pas de l'équipe. En général, il vient du manager lui-même. Et puis, c'est vrai, dans l'absolu, comme ça, on se dit participatif, ça doit être le style le plus cool, quoi, le style le plus intéressant, mais ça a des limites. Ça a des limites, pourquoi? Pourquoi? Parce que dans l'excès, il a tendance à vouloir éviter les conflits. Or, effectivement, c'est dans les conflits, parfois, qu'il faut trouver la solution. Et puis, certaines situations en entreprise et dans certaines entreprises ne nécessitent pas vraiment de la participation. Exemple. On est dans la salle d'opération, le chirurgien, en temps réel, il a besoin d'être directif. Scalpel, ciseaux, etc. Il donne des ordres. Et à la limite, tu obéis à ce qu'il te commande. OK, regardons par exemple, dernièrement, on a parlé d'un crash au niveau de l'aviation. Imaginez, par exemple, le pilote en situation d'urgence. Est-ce que là, il est dans une méthode participative ou il est dans une méthode directive? Voilà ce qu'on doit faire. Voilà comment ça doit se passer. Parce qu'à ce moment-là, il y a une urgence qui s'impose. Donc, en cas d'urgence, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas être participatif. On donne la ligne de conduite, on dit ce qu'il y a à faire. Parce que si on va attendre que c'est là où on voit le chef, en fait. Exactement. Donc, en fait, ici, il module. Il sait quand il faut être directif, il sait quand il faut être participatif, mais s'il est seulement directif et qu'il ne sait pas aller sur un autre système pour fonctionner, tout de suite, il se retrouve limité et le problème se pose. On a le sentiment qu'on ne peut plus avancer alors qu'en situation d'entreprise, il y a deux facteurs qu'il ne faut pas négliger. Il y a d'un côté la compétence, donc le savoir-faire, le savoir-faire, le savoir-être, ça c'est la compétence. Et puis de l'autre côté, il y a la motivation. J'ai expliqué la semaine dernière qu'il y a 4 types de personnes que vous trouverez en entreprise. Celui qui sait et qui veut, super motivé, super compétent. Celui qui sait et qui ne veut pas, il est super compétent, mais il ne veut pas. Et puis on a celui qui ne sait pas et qui ne veut pas. C'est le mec, à la limite, c'est un boulet dans le système. Et puis on a celui qui ne sait pas, mais qui veut. C'est un bon volontaire. Ces 4 types de personnes, vous les aurez. Est-ce que vous pourrez les manager de la même façon? Impossible. Mais ici, on réalise que lorsque on a un certain niveau de compétence, comme on le voit sur l'illustration, ne sait pas, ne veut pas, on est au niveau A. A1. À ce niveau A1, on est obligé à un certain moment d'être directif avec lui. Oui. Il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas quoi faire. Alors, il faut lui dire ce qu'il y a à faire. Il faut l'orienter. D'accord? A2, on a sait pas bien faire, mais il veut bien. À celui-là, qu'est-ce qu'on fait? On l'amène à participer. Il ne sait pas exactement comment il faut faire, mais si tu le mets sur la voie, si tu lui donnes les outils, eh bien, il réussit à avancer. Et puis au 3e niveau, il sait faire et il veut faire. À celui-là, comme on le verra la semaine prochaine, on délègue. Parce qu'il sait, il veut. Donc si tu le mets en participation, tu écrases son talent, tu écrases son potentiel. Si tu le rends trop directif aussi, tu lui donnes que des instructions, il a le sentiment qu'il n'apporte rien à l'entreprise. Et en général, c'est ce genre de compétences qui partent dès que la concurrence se présente. Parce qu'il est là, il est compétent, il a un savoir-faire, mais quand il propose un projet d'émission, il propose telle ou telle chose, on trouve que, tu ne vas pas réinventer la roue. Pourquoi ça vient de lui? Pourquoi c'est lui? Bon, il va prendre notre place. Bon, exactement. Ça, c'est inhérent à tout. Ça, c'est inhérent aux sociétés africaines, ça. Inhérent aux sociétés africaines, oui, parce que dans le modèle, justement, du management africain, il y a l'idée du chef. Le chef qui ne doit pas être détrôné. Le chef qui est censé tout savoir. Exactement. Qui ne s'excuse jamais. Exactement. Alors que non, il faut arriver à un certain niveau d'humilité. En coaching, ça s'appelle la position basse. Reconnaître que je ne sais pas tout et que de l'autre aussi, je peux apprendre. Et puis, on en arrive à la 4e étape très intéressante, très importante, qui est sait bien faire, n'est-ce pas? Et il veut faire. Donc, au niveau 3, c'était plutôt sait faire et veut faire sous des conditions. C'est-à-dire, il sait le faire, mais bon, tant que, par exemple, il n'y a pas de climatiseur, tant qu'il n'y a pas de poudre oxygénée, etc., je ne le fais pas. Et puis, le dernier niveau, qui est le top
différents niveaux. Tous les managers d'entreprise veulent avoir le niveau A4. Mais qu'est-ce que chaque manager fait pour atteindre un tel niveau? Parce que peu importe qui vous avez dans votre entreprise, s'il a été recruté selon les normes RH, il est possible qu'il atteigne le niveau A4, mais il est clair que son taux de motivation peut prendre un coup parce qu'il a en face de lui un mauvais manager. Et ça, combien de managers sont prêts à l'admettre, sont prêts à accepter qu'effectivement, mon système de management n'est pas adapté. Il ne correspond pas à ce que véritablement ceux qui sont en face de moi devraient pouvoir manifester. Pourquoi? Parce que je n'apprends pas, comme on l'a vu dans le schéma tout à l'heure, à sortir un peu de mon cadre, à sortir un peu de mes habitudes. Ce n'est pas parce que ça marche avec 3, 4, voire 5 des collaborateurs et que ça ne marche pas avec 2 que les 2 sont mauvais. Non, pas forcément. Il faut, en tant que manager, comme je l'ai dit, savoir avoir cette mixité dans le système de management pour être un manager un peu plus souple, un manager situationnel qui sait que dans telle situation, il y a tel type de management à faire. Alors la question c'est, dans la réalité, est-ce que dans le quotidien de nos entreprises ici en Côte d'Ivoire, parce qu'on est bien en Côte d'Ivoire. Justement, coach, moi j'ai une question à ce sujet-là. Vous avez parlé du moment où on recrute. C'est très important. Oui. Parce que c'est ça qui va tout déterminer. Tout à fait. Et là, c'est confié généralement aux ressources humaines. Est-ce que celui qui va manager, celui qu'on va recruter, est-ce que ce n'est pas mieux de l'associer déjà au circuit de recrutement? Exactement, exactement. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui dans les systèmes d'accompagnement que nous mettons en place, le trinôme. Le trinôme, il est composé donc du RH qui va conduire l'entretien, mais aussi du manager qui, à la vérité, sera au quotidien avec cette personne aux ressources. Et puis, il y a une troisième personne très importante qui, aujourd'hui, fait partie des entretiens, qui est le coach, en fait, qui, lui, est capable d'avoir cette distance qui lui permet de dire, après coup, effectivement, peut-être en situation réelle, c'était un bon recrue, mais le problème, peut-être, c'était quoi? C'était peut-être le stress. Il s'est retrouvé dans une situation où on l'a acculé de questions et il n'a pas pu justement donner le meilleur de lui-même. Combien de personnes potentiellement capables de transformer la vie et l'avenir d'entreprise sont sorties de salles d'interview sans pouvoir donner le meilleur d'elles-mêmes, alors qu'en fait, c'était des situations de stress qui auraient pu être jugulées après juste par un coaching. Parce que parfois, il y a la timidité, parfois, il y a, on va dire, il y a le trac, il y a tellement de situations qui tournent autour. Et en général, celui qui passe facilement par le filet, c'est celui qui était plus extraverti, celui qui était plus ouvert, celui qui était plus à l'aise. Mais à la vérité, celui-là... Dans la réalité de l'entreprise, on est surpris parce qu'il a passé les mailles, comme on dit là, du recrutement. Mais en situation d'entreprise, on se rend compte que c'est le monsieur qui veut venir à l'heure, enfin, qui lui convient, etc. Et bien parce que le management, et on le verra certainement mercredi prochain, doit obéir justement à cette loi générationnelle dont j'ai parlé. Si dans l'entreprise, on a donc celui de la génération baby boomer des années 60, qui est encore dans l'entreprise, comme on dit, c'est le doyen. Ces personnes-là n'ont pas de mal avec la hiérarchie, ils n'ont pas de problème. Le problème vient quand la hiérarchie devient, par exemple, quelqu'un de la génération X ou Y, c'est-à-dire quelqu'un de moins âgé. À ce moment-là, il n'est pas très à l'aise avec les instructions qui sont données, très à l'aise avec la façon de fonctionner. Du coup, il y a un clash qui se produit. Comment ce manager, qui est d'une génération un peu en dessous des managers, doit se comporter? Ça aussi, c'est situationnel. C'est très important. Et ça, c'est vraiment l'une des grosses erreurs que nous commettons parce qu'on arrive, en général, on se retrouve avec une partie du personnel qui est un peu de la génération. On s'entend bien, tout le monde dit au boss, tu es le meilleur, tu es le bon patron. Et puis, certains ne se retrouvent pas dans son système managérial. Comment est-ce qu'on peut dire donc qu'il est un bon patron? Il doit pouvoir faire cette unanimité s'il apprend à développer justement un autre type de management, car la génération la plus difficile, et on le verra mercredi prochain, c'est la génération Z, la génération Internet, qui est de 90, 2000, etc. Cette génération-là qui est très, très, très intelligente. C'est vraiment des jeunes gens très intelligents. Ils sont autour de 18 ans, 19 ans, 20 ans, 22 ans en entreprise. Il a de bons diplômes, etc. Mais le truc, c'est qu'il ne rentre pas dans un cadre. À la vérité, c'est le gars qui veut venir à 9 h et répartir à 16 h. Il veut avoir autre chose à faire. Pourtant, il va donner de bons résultats. Il va donner de bons résultats, mais il y a son after-work là. Il a prévu quelque chose avec ses garçons. C'est soumis à son environnement. Exactement. Et à celui-là, il pense à la chicha.
Exactement. Et à celui-là, est-ce qu'il faut donner? Il faut donner les mêmes instructions, les mêmes charges, le même contexte de travail, ou bien il faut simplement lui définir un cadre dans lequel il travaille par objectif. On sait que d'ici la fin de la semaine, il doit atteindre tel résultat. À côté de lui, il y a le gars du baby boomer à qui c'est important d'être là à 7 h, de repartir à 18 h, hein, de voir les enfants lui dire bonne arrivée papa. Oui, c'est pas le même système en fait. Exactement. Donc il y a ces différents aspects-là qu'il faut que le manager actuel puisse intégrer dans son management pour qu'il soit vraiment à la hauteur des attentes et que l'entreprise puisse atteindre un niveau de performance assez intéressant. Wow. Merci en tout cas, coach Yoman. C'est moi. On aura fait le tour avec ce management participatif. Tout à fait. On vous recevra la semaine prochaine pour un autre pan du management et comment l'orienter en fonction des hommes avec qui nous travaillons, car la ressource humaine est plus importante que toute autre chose. Exactement. Merci On garde beaucoup. Oui, bien sûr, bien sûr. On va refaire l'exercice peut-être. Oui, et il faut vraiment le refaire. Une autre interrogation la semaine prochaine. Merci beaucoup à vous, coach Yoman. Je rappelle qu'avec nous, nous parlions donc des bons côtés, hein, les bons côtés du management participatif. L'idée, c'est de ne pas être, on ne peut jamais être participatif à 100%. À 100%, mais c'est clair. c'est d'être participatif le plus possible, mais avec des gens qui sont concernés. Exactement. Et faire en sorte que ces personnes-là soient concernées.